Aristote, le traité de l'âme. Livre 2, l'âme, les sens et les sensations. Chapitre 2, explication de la définition de l'âme. Puisque c'est des données en elles-mêmes indistinctes, mais plus évidentes pour nous que provient ce qui est clair et logiquement plus connaissable, nous devons tenter de nouveau, de cette façon-là du moins, d'aborder l'étude de l'âme. Car non seulement le discours exprimant la définition doit énoncer ce qui est en fait, ainsi que procèdent la plupart des définitions, mais elle doit encore contenir la cause et la mettre en lumière. En fait, c'est sous forme de simples conclusions que les définitions sont d'ordinaire énoncées. Par exemple, qu'est-ce que la quadrature? C'est dans l'opinion commune la construction d'un rectangle équilatéral égale un rectangle oblong donné. Mais une telle définition est seulement l'expression de la conclusion. Dire au contraire que la quadrature est la découverte d'une moyenne, c'est indiquer la cause de l'objet défini. Nous proposons donc, comme point de départ de notre enquête, que l'animé diffère de l'inanimé par la vie. Or, le terme « vie » reçoit plusieurs acceptions, et il suffit qu'une seule d'entre elles se trouve réalisée dans un sujet pour que nous disions qu'il vit, que ce soit par exemple l'intellect, la sensation, le mouvement et le repos selon le lieu, ou encore le mouvement de nutrition, le décroissement et l'accroissement. C'est aussi pourquoi tous les végétaux semblent bien avoir la vie, car il apparaît en fait qu'ils ont en eux-mêmes une faculté, un principe tel que, grâce à lui, ils reçoivent accroissement et décroissement selon des directions locales contraires. En effet, ce n'est pas seulement vers le haut qu'ils s'accroissent à l'exclusion du bas, mais c'est pareillement dans ces deux directions. Ils se développent ainsi progressivement de tous côtés et continuent à vivre aussi longtemps qu'ils sont capables d'absorber la nourriture. Cette faculté peut être séparée des autres, bien que les autres ne puissent l'être d'elle, chez les êtres mortels du moins. Le fait est manifeste dans les végétaux, car aucune des autres facultés de l'âme ne leur appartient. C'est donc en vertu de ce principe que tous les êtres vivants possèdent la vie. Quant à l'animal, c'est la sensation qui est à la base de son organisation même. En effet, les êtres qui ne se meuvent pas et qui ne se déplacent pas, du moment qu'ils possèdent la sensation, nous les appelons des animaux, et non plus seulement des vivants. Maintenant, parmi les différentes sensations, il en est une qui appartient primordialement à tous les animaux. C'est le toucher. Et de même que la faculté nutritive peut être séparée du toucher et de toute sensation, ainsi le toucher peut l'être lui-même des autres sens. Par faculté nutritive, nous entendons cette partie de l'âme que les végétaux eux-mêmes ont en partage. Les animaux, eux, possèdent manifestement tous le sens du toucher. Mais pour quelle raison en est-il ainsi dans chacun de ces cas? Nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, contentons-nous de dire que l'âme est le principe des fonctions que nous avons indiquées et qu'elle est définie par elle, savoir par les facultés motrices, sensitives, dianoétiques et par le mouvement. Mais chacune de ces facultés est-elle une âme ou seulement une partie de l'âme? Et si elle en est une partie, l'est-elle de façon à n'être séparable que logiquement ou à l'être aussi dans le lieu? Pour certaines d'entre elles, la solution n'est pas difficile à apercevoir, mais pour d'autres, il y a difficulté. Ce qui se passe dans le cas des plantes, dont certaines, une fois divisées, continuent manifestement à vivre, bien que leurs parties soient séparées les unes des autres, ce qui implique que l'âme qui réside en elles est dans chaque plante une entéléchie, mais multiple en puissance, nous le voyons se produire aussi pour d'autres différences de l'âme chez les insectes qui ont été segmentés. Et en effet, chacun des segments possède la sensation et le mouvement local. Et s'il possède la sensation, il possède aussi l'imagination et le désir. Car là où il y a sensation, il y a aussi douleur et plaisir. Et là où il y a douleur et plaisir, il y a aussi nécessairement appétit. Mais en ce qui touche l'intellect et la faculté théorique, rien n'est encore évident. Pourtant, il semble bien que cela soit un genre de l'âme tout différent, et que seul il puisse être séparé du corps comme l'éternel du corruptible. Quant aux parties de l'âme, il est clair d'après ce qui précède qu'elles ne sont pas séparées de la façon dont certains philosophes le prétendent,
que pourtant elles soient logiquement distinctes. C'est ce qui est évident. En effet, la quiddité de la faculté sensitive est différente de celle de la faculté opinante, puisque l'acte de sentir est autre que l'acte d'opiner. Il en est de même pour chacune des autres facultés ci-dessus énumérées. De plus, certains animaux possèdent toutes ces facultés, certains autres quelques-unes seulement, d'autres enfin une seule, et c'est ce qui différenciera les animaux entre eux. Mais pour quelle raison en est-il ainsi? Nous l'examinerons plus tard. C'est à peu près le cas aussi pour les sensations de certains animaux, qui les ont toutes, d'autres quelques-unes seulement, et d'autres enfin une seule, la plus indispensable, le toucher. Mais l'expression « ce par quoi nous vivons et percevons » se prend en un double sens, comme « ce par quoi nous connaissons », autre expression qui désigne tantôt la science et tantôt l'âme, car c'est par l'un ou par l'autre de ces deux termes que nous disons, suivant le cas, connaître. C'est ainsi encore que ce par quoi nous sommes en bonne santé signifie soit la santé, soit une certaine partie du corps, soit même le corps tout entier. Or, dans tous ces exemples, la science et la santé sont la figure, la forme en quelque sorte, la notion, et pour ainsi dire, l'acte du sujet capable de recevoir, dans un cas la science et dans l'autre la santé. Car il semble bien que ce soit dans le patient, dans ce qui subit la disposition, que se réalise l'acte de l'agent. D'autre part, l'âme est au sens primordial ce par quoi nous vivons, percevons et pensons. Il en résulte qu'elle sera notion et forme, et non pas matière et substrat. En effet, la substance se prend, comme nous l'avons dit, en trois sens, dont l'un désigne la forme, un autre la matière, un autre enfin le composé des deux, la matière est en puissance et la forme en téléchie. D'autre part, puisque c'est l'être animé qui est ici le composé de la matière et de la forme, le corps ne peut pas être l'antéléchie de l'âme. C'est l'âme qui est l'antéléchie d'un corps d'une certaine nature. Par conséquent, c'est à bon droit que des penseurs ont estimé que l'âme ne peut être ni sans un corps, ni un corps, car elle n'est pas un corps, mais quelque chose du corps. Et c'est pourquoi elle est dans un corps, et dans un corps d'une nature déterminée, et nullement à la façon dont nos prédécesseurs l'adaptaient au corps, sans ajouter aucune détermination sur la nature et la qualité de ce corps, bien qu'il soit manifeste que n'importe quoi ne soit pas susceptible de recevoir n'importe quoi. C'est à un même résultat qu'aboutit d'ailleurs le raisonnement. L'antéléchie de chaque chose survient naturellement dans ce qui est en puissance dans cette chose, autrement dit, dans la matière appropriée. Que l'âme soit donc une certaine antéléchie et la forme de ce qui possède la puissance d'avoir une nature déterminée, cela est évident d'après ce que nous venons de voir.